J'observe et je photographie le ciel depuis une trentaine d'années. Pour m'approcher au plus près des étoiles, il a fallu m'éloigner de la civilisation comme mes amis astronomes. Ces voyages m'ont fait découvrir la diversité d'une planète singulière, perdue dans l'immensité du ciel, la Terre. Ce sont ces hauts lieux de l'astronomie que je vais vous emmener découvrir. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des nouveaux pionniers de l'astronomie américaine. Nous sommes en pays Apache, au milieu des paysages mythiques du Far West. Ici, en Arizona, de la conquête de l'Ouest, on est passé à la conquête des étoiles. Nous allons visiter un laboratoire à ciel ouvert, le Mont Graham. Isolé de tout, les astronomes ont imaginé là-haut 3 outils scientifiques hors normes. Dans cet observatoire vivent des prêtres qui questionnent le ciel et des astronomes qui photographient l'invisible. Mais surtout, c'est ici qu'a été construit le dernier né des télescopes géants, le Large Binocular Telescope. Une paire de jumelles gigantesques pour tenter de percevoir les tout premiers astres de l'univers. L'astronomie amène inévitablement aux questions existentielles. Nous partons donc sur cette montagne pour savoir jusqu'où ces télescopes peuvent nous aider à décrypter les mystères de notre monde. Le Mont Graham fait partie du territoire indien. Pour m'y rendre, je dois rentrer dans la réserve de San Carlos, le dernier lieu de vie de la tribu Apache. Au lieu scientifique, le Mont Graham est aussi depuis toujours un site sacré. C'est sur cette montagne que les dieux des Apaches ont délivré les fondements originels de leur religion. Depuis que les télescopes ont été construits, le sommet de la montagne est interdit au public et les Apaches qui vont prier là-haut sont hors la loi. Alors, avant de monter à l'observatoire, je décide de faire une halte pour rencontrer un Geronimo des temps modernes. Il y a 15 ans, Wensler Nosy a déterré la hache de guerre contre les astronomes. Wensler? Hey, hello. Out there. Nice to meet you. Yes, Je suis ravi de vous voir. Nous vous attendions. Vous savez, Wensler, que demain, je vais sur le Mont Graham, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à me dire sur cette montagne. Oui, je suis content que vous soyez venu. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses que vous devez entendre à propos de notre montagne sainte et sacrée. Moi, je connais cette montagne sous le nom de Mont Graham depuis des années. Est-ce que vous avez un nom Apache pour la nommer? En Apache, on l'appelle Zinsha Sihan, la grande montagne assise sacrée. Entrez. Avant d'aller à la montagne, je prends toujours mes objets sacrés que j'apporte aux dieux. Je les prends avec moi. D'accord? D'accord. Wensler, j'ai l'impression que c'est la mémoire Apache, hein, votre maison. Sur cette photo, ce sont mes filles. Et cette cérémonie a eu lieu sur le Mont Graham. C'est à ce moment-là que je me suis fait arrêter car je priais. Pour notre communauté, c'est un fait marquant parce qu'ils ont essayé de m'empêcher de prier, alors que je priais de la façon dont les dieux veulent que nous le fassions. Ils n'ont pas compris à quel point le Mont Graham est important, à quel point il est sacré. Pour nous, c'est un peu l'équivalent du mont Sinaï. Pour avoir passé les barrières de l'observatoire afin de prier, Wensler a fait de la prison. Cet événement a été le point de départ de la mobilisation de la communauté Apache. Ce soir, faute de pouvoir monter ensemble au sommet, Wensler va prier au pied du Mont Graham. À chaque fois qu'il dévoile l'histoire de cette montagne sacrée, il doit se confier à ses dieux. Wensler, où est le Mont Graham? C'est celui-là? Oui, voilà le Mont Graham, Zinsha Sihan en Apache. Quel est le problème avec les astronomes du Mont Graham? L'astronomie, c'est une science qui veut explorer l'univers? À cause de la législation imposée par l'Observatoire, on nous éloigne de cette montagne, on nous empêche d'y aller.
Et il y a autre chose de vraiment important. Les télescopes brillent, et quand on prie et que Dieu s'adresse à nous, sa parole ricoche car le métal repousse les bonnes choses que Dieu nous envoie. Il faut comprendre que la Terre, c'est notre mère, et c'est elle qui donne toutes les ressources dont nous avons besoin. Le ciel et les étoiles sont là, mais ils ne nous fournissent rien. Je suspecte que les astronomes vous répondraient que la Terre est éclairée et chauffée par le Soleil, donc nous vivons sur la Terre, mais elle est connectée à l'ensemble de l'univers. Je ne vais pas m'y opposer, c'est vrai. Mais souvenez-vous de notre création. À la création de la Terre, si Dieu nous avait donné la capacité de voir très loin, nous aurions tous des télescopes à la place des yeux. Mais il ne nous a pas donné ce pouvoir. Pour nous, il ne s'agit pas d'aller regarder plus loin, car ce qu'il y a là-haut possède sa propre existence. Maintenant, nous devons faire une pause car je vais prier. Okay. Pendant que Wensler fait sa prière, j'installe mon appareil pour filmer ce décor magnifique et son ciel d'une extraordinaire pureté. L'Arizona est un paradis pour les amoureux du ciel. Mais ce soir, chacun exprime son rapport au monde, dans une vision où les astres ne nous racontent pas la même histoire. Wensler, nous avons beaucoup de chance ce soir. On a un ciel absolument magnifique. Et regardez, au-dessus de l'horizon ouest, le soleil s'est couché. Et juste au-dessus de l'horizon, 3 planètes, Vénus, Jupiter et Mercure. C'est un spectacle très très rare. Pour nous, il s'agit du frère et de la sœur de Nago-san, la Terre. Et depuis la nuit des temps, nous les Apaches, nous les voyons aussi. Elles nous permettent de lire le temps, de suivre la rotation de la Terre. Et elles nous racontent les événements à venir. Mais ce qui nous effraie le plus, c'est cette brume rouge qui représente la pollution. Je suis sûr que nos frères et sœurs, les planètes, regardent vers nous. Ils voient la Terre se faire contaminer. C'est ça qui fait peur. Toute la nuit, la Voie lactée traverse le ciel des Apaches. Au matin, il est temps pour moi de rejoindre le mont Graham. L'observatoire est isolé en plein parc naturel, à plus de 3500 mètres d'altitude. Avant de me lancer dans l'ascension, je fais une halte. Le mont Graham Saloon est le dernier point de ravitaillement. Les astronomes vivent isolés loin de tout et restent parfois pendant plusieurs semaines en tête-à-tête avec leur télescope. Alors il ne faut rien oublier, ni essence, ni provisions, ni eau. Il faut combien de temps pour aller au mont Graham? Jusqu'au lac, environ 2 heures. La route est assez sinueuse, cela prend du temps. Et pour aller jusqu'à l'observatoire? L'observatoire se trouve à quelques kilomètres avant le lac. Ok. Alors je suis au pied de la montagne maintenant. Elle est vraiment très très impressionnante, d'autant qu'il me reste encore plus de 2000 mètres de dénivelé avant d'arriver là-haut et retrouver mes amis astronomes. Je reprends cette route qui ne semble mener nulle part. J'ai déjà visité des dizaines et des dizaines d'observatoires. Et pourtant à chaque fois, je retrouve cette sensation que les astronomes connaissent bien, celle de quitter le monde. À la suite de la longue lutte menée par Wensler, seuls 3 télescopes sur les 13 prévus ont été construits. Ironie de l'histoire, c'est le Vatican qui le premier s'est installé il y a une vingtaine d'années.
C'est au bout d'un chemin à peine indiqué que les télescopes ont été rassemblés en toute discrétion. Un jésuite astronome m'ouvre la porte de ce site secret et sacré. Bonjour Père Jean-Baptiste. Oui, bonjour Serge. Monsieur le Je crois que je vais passer. Ouais. Sous la porte. Le Mont Graham est considéré comme sacré par les Apaches, c'est ça? Oui, totalement. Donc, c'est une montagne sacrée. Et donc, on ne peut pas y mettre, tu vois, pied n'importe comment. Et donc, ce qui fait que pour pouvoir venir installer le télescope ici, on a eu à palabrer, comme on dit, à mener des discussions avec eux. Au début, c'était difficile. Il y a eu vraiment des discussions très chaudes. Mais à la fin, finalement, on a réussi à les convaincre qu'on n'était pas là pour faire fuir l'esprit qui les animait ou quelque chose comme ça. Mais on était là uniquement pour la science, quoi. Caché dans la cime des pins, un premier dôme se révèle. Définitivement, tous les chemins mènent à Rome, et plus exactement au Vatican, où les jésuites disposent d'un observatoire depuis la Renaissance. Mais les lumières de la ville éternelle les ont poussés à s'expatrier en Arizona. Je ne résiste pas à l'envie d'aller voir sous le dôme à quoi ressemble leur chapelle astronomique. Waouh, c'est très cosy ici, hein. C'est un bel endroit. Un bel endroit pour faire de l'astronomie. Oui, oui, comme vous pouvez le remarquer. Voilà la coupole. Ah, c'est un joli télescope, hein. Le ciel d'Arizona est bien plus propice à l'observation que celui de Rome. Leur télescope de 1,80 m de diamètre permet aux prêtres du Vatican d'observer le ciel depuis le système solaire jusqu'aux galaxies lointaines. Père Jean-Baptiste, on ne peut pas dire que les rapports entre les ecclésiastiques et les astronomes ont toujours été très bons, hein. Comment vous vous situez par rapport à cette longue histoire de l'astronomie depuis la Renaissance? Il y avait un moment où les gens croyaient que l'Église était contre la science. Et donc, il fallait, à un certain moment, montrer au monde que l'Église n'est pas du tout contre la science, mais l'Église est totalement pour la science, et non seulement pour la science, mais l'Église fait aussi la science. Et c'est ainsi qu'en 1591, le pape Léon XIII a eu cette idée-là de commencer officiellement ce que nous appelons aujourd'hui Observatoire du Vatican. Qu'est-ce qui différencie un astronome religieux comme vous d'un astronome laïque ou même athée qui observerait dans la coupole d'à côté? Quand on est en train d'étudier quelque chose, à l'intérieur même de ce qu'on est en train d'étudier, il y a des voies qui s'ouvrent, il y a des questions qui s'ouvrent. Et ces questions-là, en fait, vont quelque part au-delà, tu vois, de la réalité que l'on étudie. Et c'est ainsi, tu vois, des questions comme l'origine, tu vois, de la vie. Comment est-ce que la vie a commencé? Et du coup, nous invitons aussi nos collègues scientifiques, tu vois, à voir les choses un peu dans ce sens-là. De ne pas rester trop à l'intérieur de la science, mais de s'ouvrir. Car c'est cela, en fait, la vie aussi. Une dizaine de prêtres utilisent cet instrument. Ils ont surtout pour vocation de montrer au monde scientifique que la religion peut aider à répondre aux questions fondamentales. À travers ce télescope, l'Église veut montrer que la quête de connaissance est une entreprise tout à la fois physique et métaphysique qui se heurte aux limites de l'esprit humain. Des limites auxquelles le submillimètre télescope, situé à quelques mètres de l'Observatoire du Vatican, se confronte aussi. Ici, on observe jour et nuit, car ce n'est pas la lumière visible que ce télescope enregistre. Dans ce bâtiment aux allures de soute de bateau, les astronomes se relaient 24 heures sur 24. Bonjour Lucie, j'ai fini par trouver mon chemin. Ça ressemble pas vraiment à une salle de contrôle de télescope ici, hein? Non, ce n'est pas la salle de contrôle, c'est la cuisine. J'étais sur le point de prendre un café. Vous en voulez un? Thank you very much. On a besoin de café ici dans les télescopes, à cause de nos horaires complètement décalés. Asseyons-nous. Ok. Ça veut dire que vous vivez pratiquement dans votre télescope? C'est un peu isolé ici, donc quand nous venons faire des observations, nous ramenons notre propre nourriture. Parfois, nous restons ici 1 à 2 semaines. Et on doit ramener nos provisions.
il faut aussi penser à tout ce dont on peut avoir besoin, des DVD, des films, des choses comme ça. Moi, j'aime la course à pied, alors je ramène mes affaires de sport. Mais surtout, c'est un bel endroit pour être tranquille et se concentrer sur son travail d'astronome. Ah ouais, là on est vraiment dans un télescope, hein, ça tourne. On est à l'intérieur de l'instrument. Ah, j'avais jamais fait ça, c'est assez amusant. Ça ressemble à une antenne, ça ressemble un peu aussi à un miroir. Qu'est-ce que c'est un télescope comme ça? C'est un télescope, mais un radiotélescope. On l'utilise pour étudier les ondes radio venant de l'espace interstellaire. Ça nous permet aussi d'étudier les composants chimiques dans l'univers. C'est sans doute ça qui le rend unique, si on compare avec les télescopes optiques. On peut voir s'il y a de l'eau, de l'ammoniac, de l'éthanol ou de l'alcool dans le cosmos. C'est à ce type d'observation que cet instrument est utilisé la plupart du temps. C'est plus que de l'astronomie, là. On commence à toucher quelque chose de métaphysique, parce que ce que vous arrivez à voir, c'est pratiquement les briques qui vont amener au vivant, à vous, à moi, au Mont Graham, à tout notre environnement. Effectivement, on peut le voir comme ça. Parce qu'avec ce télescope, on commence à comprendre, en observant dans notre galaxie et dans les autres, comment la vie a pu commencer. Dans un sens, nous faisons plus que de l'astronomie. On cherche nos origines, l'origine des étoiles ou du système solaire. En fait, le commencement de tout ce qui est utile et nécessaire à la vie. Le télescope de Lucie participe aussi à une expérience unique, le Event Horizon Telescope. Pour moi, l'un des projets actuels les plus fous et les plus beaux. Il s'agit de relier virtuellement son télescope, situé en Arizona, à d'autres télescopes semblables installés au Chili, à Hawaï et en Antarctique. En fusionnant précisément les signaux enregistrés dans ces différents observatoires, les astronomes veulent réaliser un télescope virtuel, grand comme la Terre, offrant des images d'une précision encore jamais atteinte. Ce qui me fascine, c'est que ce télescope virtuel, d'une taille qu'on ne pourra jamais dépasser sur notre planète, n'a été conçu que pour un seul objectif, voir pour la toute première fois le trou noir géant qui se cache au cœur de notre galaxie, la Voie lactée. Nous ne savons rien, ou presque, de cet astre mystérieux. Sauf que sa densité est extrême et que son champ d'attraction est si fort qu'il piège tout ce qui passe à sa portée, y compris la lumière. Trou, parce que c'est un puits sans fond. Noir, parce que la lumière ne peut lui échapper. Jetons un œil au trou noir. Voici une image de notre galaxie. Et juste là, c'est son centre, là où le trou noir se situe. En regroupant les données des autres télescopes dans notre programme Event Horizon, on devrait pouvoir former une image de ce qu'est le trou noir et pas seulement d'en mesurer sa taille en une dimension. Ici, c'est une simulation de ce que l'on espère voir du trou noir. Ça, c'est impressionnant. Vous voyez, il y a le trou noir et de la matière qui tourne autour et qui finit par tomber dedans. Ce sont des simulations à différents moments de la rotation. Et nous espérons obtenir des images comme celle-ci avec le Event Horizon Telescope. Ce que Lucie rêve de voir, c'est l'horizon du trou noir, c'est-à-dire la frontière au-delà de laquelle aucune information ne peut plus nous parvenir. En revanche, il est impossible d'observer dans l'abîme. Les trous noirs seront à jamais un horizon de la connaissance. L'astronomie a vraiment un statut particulier dans le champ de la connaissance. On a l'impression vraiment qu'on touche aux limites des possibilités humaines de connaissance du monde qui nous entoure. Nous continuons d'avancer. On en apprend toujours plus. Mais il y a sans doute des choses que nous n'expliquerons jamais totalement. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait le charme de la science. Si nous avions la possibilité de toujours tout découvrir, ça ne serait sans doute pas aussi intéressant. L'étude des trous noirs est un défi pour l'humanité.
Elle nous permet de savoir quelles sont les limites de ce que l'on peut apprendre, de ce que l'on peut comprendre, et jusqu'où nous pouvons étendre nos connaissances de la nature. La curiosité et l'envie de voir plus loin a poussé les astronomes à construire, génération après génération, des machines toujours plus puissantes. C'est la plus grande d'entre toutes que je vais visiter maintenant. Bon, ça y est, je suis en train de découvrir le Large Binocular Telescope. Mais alors de près, je m'imaginais pas du tout la taille de cette coupole absolument gigantesque, 40 mètres de haut. Je crois que je peux comprendre Wensley maintenant, qui a l'impression qu'on a imposé la présence de ce cube métallique absolument immense au sommet de sa montagne sacrée. Moi, je suis astronome. Pour moi, c'est un palais de la découverte. Le Large Binocular Telescope est un télescope optique. Il observe la lumière visible, celle que notre œil perçoit. Avec ses 2 miroirs de 8,40 m, ce prototype préfigure ce que sera l'astronomie de demain. Mon ami Christian Veillet, son directeur, m'ouvre les portes de cette cathédrale scientifique. Hallucinant. J'avais jamais vu ça. Ah, t'as l'autre de l'autre côté, tu vois. Donc chacun, c'est plus de 8 mètres. Hein. C'est plus un télescope, hein, c'est une machine. C'est une grosse machine, ouais. Ah, c'est une machine à faire de l'astronomie. Chacun de ces miroirs est une pupille. La nôtre mesure 6 mm de diamètre, celle du Large Binocular Telescope 8,40 m. Depuis Galilée, génération après génération, les astronomes cherchent à augmenter la taille de ces collecteurs de lumière pour voir avec toujours plus de précision des astres de plus en plus lointains. Ça, c'est très saisissant. Oh, ici, ouais, comme tu dis, ouais. Tu vois les 2 miroirs. Voilà, ça y est, tu vois les deux hein, maintenant. Ah ouais. En général, dans un télescope, on a un miroir pour observer l'univers. Vous en avez 2. Quel est le principe du télescope? Pourquoi on a fait ça, en fait? On va regarder exactement le même objet et on va s'arranger à ce que ces 2 miroirs nous donnent l'impression que la lumière vient comme si elle venait d'un seul télescope. D'accord. C'est ce qu'on appelle phaser les miroirs. Donc on va envoyer ces 2 faisceaux, l'un venant de droite, l'autre venant de gauche. Oui. On va mélanger tout ça bien proprement et on va superposer les images. Et en fait, on va avoir une image qui va nous donner des détails comme si on avait un télescope de 24 mètres. Le Graal de tous ces instruments, saisir la lumière des toutes premières étoiles qui se sont formées juste après le Big Bang. En effet, observer loin dans l'espace, c'est aussi observer loin dans le temps. Comme la lumière se propage à 300 000 km par seconde, plus on observe loin, plus la lumière nous parvient d'un passé lointain. Cette première génération d'étoiles a dû apparaître voici 13 milliards et demi d'années. Elles sont situées à 13 milliards et demi d'années-lumière de nous. À la tombée de la nuit, les gigantesques trappes s'ouvrent pour libérer le champ de vision du télescope géant. Les miroirs qui deviennent bleus en reflétant le ciel. Ah, c'est joli. C'est beau. Ah, c'est vrai. C'est vraiment très beau. On va pouvoir faire de bonnes images. Ah, mais on a une hauteur incroyable au-dessus du sol. Le Large Binocular Telescope commence à peine à montrer l'étendue de ses capacités, mais il a confirmé que la technologie était mûre pour concevoir un télescope ultime, le Giant Magellan Telescope, ou GMT. Le GMT rassemblera 7 miroirs de 8,40 m pour créer un véritable entonnoir à lumière de 25 mètres de diamètre. Cette machine géante, à $1 milliard, permettra-t-elle de surprendre la naissance des premières étoiles? Parce qu'il y a un moment, effectivement, où accroître la taille des télescopes, le coût augmente, mais est-ce que le rendu scientifique suit la même courbe? C'est effectivement la question qu'on se pose. La question qu'on se pose, c'est que, bon, à force de vouloir regarder loin, ça s'arrête quelque part, qui est en fait le plus loin auquel on peut aller dans les observations, et on n'est pas tout à fait encore là, mais on sent qu'on s'y approche. Donc la course à faire des télescopes encore plus grands pour voir encore plus loin, probablement elle va s'arrêter. Tu ne trouves pas ça frustrant? Non, je pense qu'il y a des choses, on peut aller jusque là où on peut aller, puis on accepte. Et tant qu'on ne peut pas repenser, en fait, on s'arrête là. Mais ce n'est pas pour ça, comme je disais, que ça va nécessairement s'arrêter. Si
d'un seul coup, quelqu'un a une idée qui dépasse en fait cette limite qu'on a pour l'instant. Peut-être on va redémarrer en fait et regarder l'histoire du cosmos d'une autre façon qui peut-être va nous permettre d'aller bien plus loin dans le passé, comprendre ce qu'il y avait avant le Big Bang ou ce genre de choses. Mais ça, pour l'instant, on n'en est pas là. Un jour prochain, inévitablement, les chercheurs seront confrontés à une limite infranchissable qui est tout à la fois un horizon de l'observation et un horizon de la connaissance. Le Big Bang, ce point singulier d'où a jailli l'espace, le temps et notre univers il y a 13 milliards et 800 millions d'années. Décidément, le Mont Graham est un lieu singulier où convergent et se confrontent différentes visions du monde. Mais qu'elles soient religieuses, philosophiques, scientifiques, les questions que l'humanité pose au ciel demeureront probablement à jamais sans réponse.